en Europe, sur les 10 dernières années, il y a 20 millions de vélos électriques qui ont été vendus. Donc c'est une véritable explosion et une grosse accélération. L'année dernière, il y en a eu 4,5 millions ou 5 millions de vendus. Donc effectivement, quand un quart des ventes sont sur la dernière année, ça montre un peu la dimension exponentielle de la trajectoire. Mais concrètement, il y a plus de 20 millions de vélos électriques en circulation en Europe. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis en compagnie de Toussaint Watine, qui est le cofondateur avec Stéphane Fickaja de Upway. Upway qui, pour faire simple, vend des vélos électriques reconditionnés. C'est exactement ça. Bonjour Laurent, ravi d'être là. Merci de m'accueillir. Et effectivement, Upway, donc on est un site de vente de vélos électriques reconditionnés. Donc, concrètement, ça veut dire que sur Upway, vous trouvez des vélos électriques de toutes les marques, de Moustache à Giant, VanMoof, qui sont de 20 à 60% moins chers que le neuf et qui ont été entièrement reconditionnés par un mécanicien professionnel. Donc, ils seront passés par 20 points de contrôle. Les pièces auront été réparées ou remplacées lorsque c'est nécessaire. Et les vélos sont vendus avec 1 an de garantie. Hyper intéressant et surtout un développement vraiment très très rapide puisque je vous la fais courte, mais on y revient avec tout ça après. En gros, vous avez passé, toi et Stéphane, 7-8 ans chez Uber. Vous quittez en avril 2021, on est en mai 2022. Donc on est en juin, 2022. Vous quittez en avril, vous prenez un peu de temps off, un mois. En juin, vous vous retrouvez, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'était il y a 1 an. Ouais. Et 1 an plus tard, trouver l'idée, récupérer des insights, recruter une équipe de lancement, fait un seed à 6 millions de dollars, lancer le site et la plateforme en France le 15 novembre 2021, en Belgique en mars, il y a 3 mois. Vous venez d'annoncer une série A de 25 millions de dollars. C'est ça. Et vous annoncez bientôt, j'ai le droit de le dire, ouais. Vous annoncez dans quelques jours l'ouverture de l'Allemagne et des Pays-Bas. C'est ça, tout dans les ça en prochaines l'espace semaines, d'1 an. Ouais. On aime bien essayer d'aller vite et je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on aurait pu faire mieux, plus rapidement ou différemment, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été une belle aventure jusqu'ici. Donc ça conforte le choix qu'on a pris et qu'on a fait en avril 2021 de quitter Uber après 8 années où on a appris énormément de choses, mais avec l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir de l'impact et de construire une nouvelle aventure. C'est assez incroyable comme efficacité, vélocité d'exécution, j'ai envie de dire, mais on en reparlera, c'est passionnant. Plusieurs milliers de vélos qui sont passés par vos entrepôts, vous visez 10 millions d'euros de CA en 2022, et vous n'êtes pas une place de marché, vous achetez les vélos que vous reconditionnez puis vous revendez, on est d'accord ? C'est ça. D'où peut-être d'ailleurs la levée de fonds qui a besoin de BFR pour financer les rachats ? Oui, concrètement, donc effectivement, on a fait le choix d'être un modèle intégré. Ce que ça veut dire, c'est qu'on achète des vélos électriques d'occasion auprès de particuliers et de professionnels. On les reconditionne dans notre atelier qui est en Île-de-France avec nos propres mécaniciens. Donc, c'est vraiment des vélos qui nous appartiennent et une opération intégralement intégrée. Et enfin, on les remet en vente et on les livre à domicile au client final. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin de capital pour développer l'outil industriel. Parce que concrètement, on a effectivement un entrepôt, un atelier, des outils, une équipe de mécaniciens. Et ça nous permet également de développer, évidemment, faire grandir l'équipe et de déployer un peu plus de marketing, notamment dans les pays que l'on déploie aujourd'hui. Cool. On va commencer par un peu le marché, les usages, l'accélération du vélo qu'il y a eu pendant le Covid, les feux rouges à Paris. Alors j'imagine que dans les autres villes c'est pareil, mais les feux rouges à Paris, c'est le jour et la nuit entre 2020 et 2022. Enfin, 2019, et 2022. Ce qui est une très bonne chose, l'explosion des pistes cyclables. Et le rapport du vélo français
Enfin, du français au vélo, pardon. Ça fait, quand t'es arrivé, je sais qu'on a discuté avec Christopher, mon associé sur Orso Media, et Adrien Garcia qui anime super podcast Entreprendre dans la mode, qui est arrivé en Brompton, et on a parlé 20 minutes de vélo. Enfin, c'est un sujet qu'on aime. Bref, premier point. Ensuite, on rentre dans le détail de l'exécution et de l'opérationnel sur ces 12 derniers mois et tout ce qui s'y est passé. On parlera ensuite des enjeux qui sont devant vous pour accélérer sur l'Europe, puisque c'est votre choix, sur la distribution, sur l'acquisition, la vente et les leviers marketing. Et on terminera par une question toute bête, mais c'est assez incroyable ce que vous avez fait en 12 mois en termes d'exécution justement. Mais est-ce que tu aurais pu faire mieux ou différemment? C'est la question que je te poserai. Chers auditeurs, j'allais dire accrochez vos ceintures, mais non, mettez vos casques et vos gants, impératif en vélo. Et on se lance tout de suite. Première question, vous avez passé donc 7 ans et 8 ans chez Uber. Ouais, Qu'est-ce que tu as dans tes bagages en avril 2021 quand tu dis il serait peut-être temps que je me mette à mon compte? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que ça a été une expérience assez incroyable. On a grosso modo passé 3 grosses années sur la partie opération de l'activité de VTC, de transport de personnes. Donc c'était les tout débuts d'Uber en France, puis en Europe. Et ça a grandi à très grande vitesse. Donc c'était vraiment un exercice de faire grandir nos opérations, nos process et pour résoudre toujours plus de challenges à mesure que le business grandit. Et après ces 3 ans, on a tous les deux, Stéphane et moi, basculé sur Uber Eats, donc la livraison de restaurants à domicile. Stéphane était en charge de la France et moi du Royaume-Uni, donc on s'est un peu tiré la bourre pendant quelques temps, mais on est resté très proches et on a beaucoup échangé sur les manières de développer nos marchés. Il y a un modèle spécifique à Uber quand il lance une nouvelle activité. Ouais, donc concrètement, Uber utilise d'abord un launcher qui va être responsable vraiment du lancement du marché. Donc en l'occurrence, si je prends le marché du Royaume-Uni, il a été lancé à Londres par un launcher en juin 2016. Et ensuite, après quelques mois, il y a généralement un general manager qui prend la suite du launcher pour mettre en place une équipe et développer l'activité de manière un peu plus structurée et capable d'absorber beaucoup de croissance. Donc tu n'étais pas à ce launcher? Non, moi je n'étais pas le launcher. Et Stéphane l'était? Stéphane n'était pas non plus. Ok, mais vous avez travaillé en proche de, parce que c'est pas non plus des équipes de milliers de personnes. Tu l'as côtoyé le launcher? Bah moi je l'ai côtoyé lors de la transition. Donc grosso modo, moi je suis arrivé en octobre 2016 à Londres. Et là, on a fait littéralement une passation et j'ai repris les rênes du marché initialement de Londres. Puis on a étendu le service dans tout le Royaume-Uni et on en a fait un business qui aujourd'hui, 4 ans plus tard, on avait une équipe incroyable de l'ordre de 200 personnes qui gérait un business qui faisait plus de 4 milliards de GMV annuel. Donc c'était des gros merchandise value, c'est sur une place de marché la transaction qui passe par la plateforme. Le volume de vente. Je m'arrête juste une seconde sur ce launcher, ce défricheur. Donc c'est un mec qui arrive, qui casse tout, qui pète et qui met en place les choses, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que ça demande un tempérament et des skills un peu particuliers. C'est vrai que ça nécessite de valoriser énormément le fait d'aller très vite, quitte à faire les choses différemment, de manière très créative et quitte à casser quelque chose sur le chemin. Et il y a des gens qui sont extrêmement talentueux à ça. Et je pense que c'était la force aussi d'Uber, d'avoir fait confiance à des launchers pour défricher et lancer des pays de manière très rapide, quitte à avoir des choses à réparer par la suite pour ceux qui prenaient la relève. Et font le scale. Ou leur gars. Moi, je suis arrivé à Londres. Disons que l'état financier et les unit economics du business n'étaient pas tout à fait soutenables. Et clairement, il y avait plein de challenges opérationnels qu'il fallait réparer. Mais concrètement, je pense que c'était aussi un mal nécessaire pour lancer l'activité, faire connaître Uber Eats initialement dans un marché qui en plus était déjà assez compétitif avec Just Eat, avec Deliveroo, il y avait même Amazon Restaurant à l'époque à Londres. Donc je pense que ça a été un travail de launch qui était extrêmement agressif, qui a laissé un peu de déchets derrière qu'il fallait nettoyer, mais qui permet de vraiment démarrer l'activité en grande trombe et ensuite nous met vraiment le pied à l'étrier pour développer un beau business. J'ai complètement raté Amazon Restaurants. Ouais, Amazon Restaurant, ça a été une histoire qui n'a pas duré très longtemps. Shutting down en 2019. Exactement. Mais on a lancé après eux, donc c'est un bon exemple du fait que ça demande aussi beaucoup de confiance, d'investissement et après de travail pour passer de littéralement un acteur quasiment invisible ou inexistant à l'un des leaders du marché. Aujourd'hui, Uber Eats, c'est le numéro 2 au Royaume-Uni et qui a toutes les chances de devenir le leader dans les années qui viennent. Et donc, qu'est-ce que tu as dans tes bagages?
Ouais, désolé, j'ai pris un long Non, parcours mais, pour y arriver. Mais concrètement, je pense qu'il y a un peu deux niveaux. Il y a un niveau qui est, d'un point de vue même culturel et en termes d'état d'esprit, je pense que Uber nous a énormément appris à voir très long terme, à avoir beaucoup d'ambition et à pas se restreindre nous-mêmes et se contraindre dans les moyens qu'on se donne pour y arriver. Donc je pense que ça donne un état d'esprit qui est très ambitieux et qui n'a pas peur de se donner des objectifs très élevés. Et c'est vrai que quand on voit les trajectoires qu'ont pu avoir l'activité de VTC d'Uber, puis l'activité évidemment de livraison de restaurants avec Uber Eats, c'est des trajectoires qui ne sont possibles que quand on y croit très fort et qu'on est prêt à mettre énormément de moyens pour ça. Donc je pense que ça nous a donné cet état d'esprit-là. Et après, de manière plus concrète, ça nous a appris à recruter, développer des équipes, développer une culture d'équipe qui est capable de tout simplement de produire et d'exécuter ce genre de trajectoire de business. Et ça nous a appris des choses plus tangibles comme développer une marque consommateur qui est leader sur un marché après des années après avoir été littéralement inexistant. Uber Eats en France aujourd'hui, c'est une marque qui est top of mind en ce qui concerne notamment la livraison de restaurants. Ça nous a appris également à gérer des opérations à grande échelle avec un niveau de service au client final qui est exceptionnel. Et ça, c'est une lutte en permanence. Il y a les attentes des clients ne font que augmenter au fur et à mesure du temps. Donc, c'est un travail qui n'est jamais totalement fini et accompli. Mais on a appris à vraiment développer une excellence opérationnelle à travers le business. Et enfin, je pense qu'on a appris énormément de choses dans les relations B2B avec des partenaires commerciaux. C'est vrai qu'on travaillait sur Uber Eats avec aussi bien les petits restaurants du coin qui ont été lancés il y a quelques années et qui sont à toute petite échelle, comme avec McDo et d'autres grandes chaînes de restaurants historiques et vachement plus industrielles. Vous avez tous les deux envie de passer à autre chose ? Ouais, on arrive un peu à la même conclusion au même moment. On était restés très proches pendant nos 8 années chez Uber. Et le constat, il était qu'on avait énormément appris, on avait adoré les 8 années là-bas, mais que notre passion et ce qu'on aimait le faire le plus, c'était lancer et développer une activité du tout début, et faire grandir l'équipe, la culture et avoir le plus d'impact possible. Et on s'est rendu compte que quand on regardait vers le futur, les 8 années qui suivaient nous paraissaient les plus propices pour se dire c'est l'occasion pour nous d'aller tenter quelque chose de nouveau et de faire ça par nous-mêmes et voir ce qu'on est capable d'accomplir. Et donc on s'est mis en tête de dire on va d'abord quitter Uber parce qu'on pense qu'on n'aura pas de bonnes idées business et on va pas résoudre de vrais problèmes clients si on y réfléchit le week-end après une semaine de 90 heures de boulot. Donc on s'est dit prenons d'abord un break. Puis posons-nous, essayons de nous projeter et de nous demander quels sont les types de problèmes qu'on veut résoudre. Et là, ce qui est assez intéressant, déjà le process de trouver une idée business, c'est un process qui est hyper difficile émotionnellement parce que tu t'enthousiasmes pour une idée et puis le lendemain, tu la détruis et tu bascules sur une autre. Donc, ça a été un exercice assez intéressant. Vous avez pris un temps off, c'est ça Ouais, on a d'abord pris un mois. Donc moi, j'ai fait un voyage à vélo avec ma femme et on y reviendra parce que c'était pour moi aussi la découverte du vélo électrique puisqu'elle était à vélo électrique, moi j'étais en gravel. Et on a parcouru près de 2000 km au Royaume-Uni, de la Cornouaille au nord de l'Écosse. Et Stéphane, lui, était plus souvent en Corse à faire pas mal de randonnées. Et on s'est retrouvés en juin avec un peu une feuille blanche en se disant, comment on fait maintenant pour se projeter et réfléchir à la meilleure idée business possible pour lancer quelque chose de nouveau. Mais on avait un fil conducteur qui était qu'on voulait avoir l'impact le plus positif possible. Et je pense qu'il y a plusieurs tendances de fond qu'on a identifiées et qui sont qui étaient un petit peu des questions qu'on se posait régulièrement dès qu'on évaluait une idée. La première, c'est évidemment la réduction des émissions carbone au sens large. Et on était nous deux en plus plus proches du métier des transports et de la mobilité après notre carrière et notre passage chez Uber. Ensuite, le deuxième enjeu qu'on a regardé de près était celui de la réduction des déchets. Je pense que l'économie circulaire, le fait de s'assurer qu'on peut éviter de toujours acheter du neuf et de jeter l'ancien, mais de revaloriser des actifs qui sont présents sur le territoire et qui peuvent être revalorisés, avoir une nouvelle vie. C'était un deuxième sujet qui nous a vachement intéressés. Et le troisième, c'était celui de la réindustrialisation, je dirais, sur le territoire européen, sur le territoire français. Et donc ça a été un peu trois impacts positifs qu'on a gardés dans le creux de notre tête à mesure qu'on évaluait des opportunités. Et c'est un peu en parcourant différentes verticales et différentes tendances consommateurs de fond qu'on a identifié ou réidentifié le fait qu'il y a une vraie transition qui est en cours de la voiture thermique à tout prix vers beaucoup d'alternatives de mobilité, y compris en grande partie la mobilité électrique. Et donc, on s'est dit, il y a une énorme adoption de vélos électriques aujourd'hui en France, en Europe, ça commence même à arriver aux États-Unis. Et on s'est dit, dans ce marché-là,
aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution je dirais crédible et à grande échelle qui permet tout simplement de donner une nouvelle vie au vélo électrique après un premier propriétaire. Formidable. Je fais un petit point là pour vous suggérer 2 épisodes passionnants. Je me souviens plus de leur nom de famille, mais en gros, il y avait Laurent qui est le fondateur de T-Bike, qui permet l'électrification de son vélo. Vous retrouvez ça sur l'historique du panier, évidemment. Épisode passionnant où on parle il avait passé pas mal de temps en Asie et on parle des différences d'usage entre l'Asie et l'Europe. Et l'autre épisode avec Tanguy, qui est le cofondateur de Cowboy, hyper intéressant aussi, où là, cette fois, on part de la France pour aller vers l'Europe, puis les États-Unis dans l'épisode, en termes d'usage, de marketing et de distrib. Hyper intéressant. Donc, vous retrouvez après votre temps off. Toi, tu as découvert le vélo électrique lors de ton voyage. Tu as traversé l'Angleterre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Angleterre, mais on est aussi passé par le Pays de Galles, par Okay. l'Écosse. Donc, super voyage. D'ailleurs, je le recommande pour tous ceux qui cherchent des idées de cyclotourisme. Le Royaume-Uni, il y a énormément d'endroits assez incroyables à visiter. Donc, C'est un abus de langage quand je dis Angleterre, je pense au Royaume-Uni, mais tu as raison. Vous avez traversé le Royaume-Uni, dont l'Angleterre. Et donc tu reviens et tu vois Stéphane et vous commencez à creuser cette idée en la passant au tamis de ce que tu m'as dit avant, donc avoir un impact le plus positif sur la planète, réduction d'empreinte carbone, réduction des déchets et circuits circulaires et réindustrialisation. c'est Et ça. là on est quand? Donc là, on est en juin 2021. Ok. Et en gros, fin juin, on double-clique un peu sur l'opportunité, ou en tout cas sur le marché du vélo électrique, et on constate plusieurs choses. Un, c'est un marché qui est en croissance exponentielle, donc c'est des rythmes de croissance à 2 chiffres chaque année qui s'accélèrent. Ça a été accéléré par le Covid, c'est soutenu par des politiques publiques. Enfin, c'est vraiment une tendance de fond qui nous apparaît être hyper durable et qui n'en est qu'à ses débuts. Donc je pense qu'on est au tout début d'une véritable vague d'adoption à très grande échelle en Europe comme aux US. Ces aides, elles sont spécifiques à la France ou il y a ça dans tous les pays en Europe? Il y a grosso modo ça dans la majorité des pays aujourd'hui en Europe. Elles prennent différentes formes, elles peuvent être conditionnées à des niveaux de revenus, elles peuvent être s'appliquer par les villes ou par les pays, mais il y a des aides aujourd'hui à peu près partout. Ok. Alors je ne connais pas dans le reste de la France, mais typiquement à Paris, c'est entre 400 et 600 balles ou un tiers max, enfin non, avec un plafond. C'est 500 € Ouais. Et la moitié du... Mais du coup, si tu veux, ma première question, c'est je me dis, en fait, quand j'achète un vélo, son prix de revente, il est déjà défalqué, en fait, au final, de l'aide que tu ne peux pas avoir si tu achètes un vélo d'occasion. Alors, il y a des aides sur les vélos d'occasion? Il y a plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que les aides, elles sont énormément gérées par les autorités locales, par les collectivités locales. Et donc, chaque collectivité définit ses propres règles. Donc, certaines collectivités proposent une aide, d'autres non. Certaines incluent les vélos électriques reconditionnés, d'autres non. Donc, déjà, il faut vérifier avec littéralement sa mairie ou sa région avant de se lancer dans un achat, parce que toutes les régions et toutes les collectivités n'appliquent pas les mêmes modèles. Et ensuite, ce qu'on constate de manière générale, c'est que même quand l'aide ne s'applique pas aux vélos électriques reconditionnés, en ce qui nous concerne, nous, on le voit toujours comme un aspect ultra positif parce que ça accélère l'adoption tout simplement du vélo électrique. Et quand on parle à ces collectivités, elles n'ont souvent pas inclus le vélo électrique reconditionné par peur de fraude sur des vélos d'occasion qui en fait seraient échangés plusieurs fois dans la même année et bénéficieraient de l'aide plusieurs fois. En revanche, maintenant qu'il y a un acteur comme nous capable d'identifier de manière unique chaque vélo qui passe par cette étape de reconditionnement, ils sont extrêmement enthousiastes à l'idée d'inclure les vélos électriques reconditionnés, puisque évidemment ça a un effet vertueux, parce que non seulement on met plus de personnes et on rend plus accessible le vélo électrique, mais en plus on évite de jeter un produit ancien pour en importer un de plus d'Asie du Sud-Est par exemple. Ok, c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut changer et dont vous êtes acteur. Ouais, les collectivités évaluent régulièrement et réévaluent, redessinent un peu leur programme d'aide et on espère bien qu'un certain nombre d'entre elles vont inclure les vélos électriques reconditionnés dans leur prochain programme. Le tamis dont je parlais tout à l'heure, c'est un tamis un peu de mission. Ça, c'est un tamis plus business et si tu veux, c'est le frein que j'ai identifié qui moi m'aurait fait peur. Mais j'entends et du coup là, ça devient hyper intéressant parce qu'un vélo reconditionné, tu as dit entre moins 20 et moins 60%. Ouais, aujourd'hui. Si en plus tu touches une aide dessus, ça veut dire que tu vas toucher à 300 balles, 400 balles, 500 balles, j'en sais rien. Ouais, ça rend les vélos hyper accessibles. Après, on a déjà des vélos qui sont disponibles à partir de 500 €. Donc, pour les vélos typiquement entrée de gamme, de ville, une fois qu'ils ont été reconditionnés et qui sont 20 à 60% moins chers que le neuf, on est sur des prix vachement plus abordables. Après, il y a des vélos plus haut de gamme, avec qui sont mieux équipés, qui vont avoir un moteur de plus grande qualité, ce genre de choses. Et là, effectivement, on peut avoir pour les vélos VTT électriques très haut de gamme qui neufs peuvent valoir 6 000 € ou plus.
sur un vélo reconditionné, vous allez pouvoir économiser 2 voire 3 000 euros. Ok, c'est assez dingue. Le deuxième frein que j'aurais pu imaginer, c'est un frein plus... Est-ce que c'est un frein? Il y a quand même pas mal de puristes qui te disent non mais le vélo faut pédaler, l'électrique c'est pour les faibles. Enfin, moi je suis un gros consommateur d'électrique, j'en sais rien, j'ai eu un Kelkoff depuis quelques années, je viens d'acheter un cargo pour transporter c'est affreux mes filles. C'est un sujet, on en parle, est-ce que Écoute, moi ce que je trouve fascinant avec le vélo électrique, c'est que a priori les gens qui n'ont pas utilisé, n'ont pas essayé un vélo électrique, le comparent énormément au vélo musculaire et effectivement tombent un petit peu dans la petite blague qui consiste à dire que c'est un peu le vélo pour les paresseux et que finalement on n'en a pas besoin. Mais concrètement, il y a deux aspects qui moi m'ont vraiment fasciné. Le premier, c'est que lorsque quelqu'un l'essaye, il y a un effet waouh qui est assez dingue. C'est que les gens ne prennent pas conscience et ne réalisent pas ce que c'est comme expérience jusqu'au jour où ils mettent les fesses sur une selle et qu'ils appuient sur la pédale. Et en fait, lorsqu'on comprend que littéralement ça nous donne une espèce de super pouvoir, que ça permet de se déplacer comme à vélo avec le même confort, le même plaisir, mais sans l'effort et sans devoir transpirer si on va au bureau, sans avoir des difficultés en montée, notamment si on emmène ses enfants, etc. Ça donne vraiment, c'est une expérience assez incroyable. Et donc généralement, il y a un avant et après la première expérience de vélo électrique. Et la deuxième chose, c'est que concrètement aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens qui achètent un vélo électrique, c'est pas pour remplacer un usage de vélo musculaire, mais en fait c'est pour remplacer d'autres usages. Donc en gros, on a la majorité des gens qui achètent un vélo électrique, c'est soit parce qu'ils veulent changer leur manière d'aller au bureau, et donc ils veulent tout simplement pas transpirer, ils n'auraient pas pris leur vélo musculaire, parce que ils seraient arrivés en sueur, en nage, et donc ils n'auraient pas pu faire leur meeting, etc. Et donc, mais ils ont entendu parler du vélo électrique, ils ont des copains qui l'utilisent, et ils se disent « Ah mais en fait, si je l'utilise, ça va me permettre de à la fois arriver vite, à la fois profiter du grand air plutôt que d'être enfermé dans les transports ou dans ma voiture, mais sans avoir le problème d'arriver en nage au bureau. » Et la même chose s'applique quand on pense à des zones plus rurales, quand on pense à ceux qui ont un usage de plus de loisirs. En fait, généralement, c'est des gens qui n'ont pas la condition physique pour faire des sorties dans des régions vallonnées en France sur leur vélo musculaire, ou alors c'est des gens qui font leurs courses en voiture aujourd'hui, mais avec un vélo cargo peuvent maintenant le faire directement en vélo électrique. Donc, la réponse courte à ta question, c'est que ce qui est incroyable avec le vélo électrique, c'est qu'on l'associe au vélo musculaire parce qu'évidemment, ça y ressemble très fort, mais concrètement, la plupart des gens l'utilisent non pas pour remplacer l'usage d'un vélo musculaire, mais au contraire pour remplacer la voiture, le transport en commun ou tout simplement une activité qu'ils n'auraient pas faite à l'origine. Troisième frein auquel je réfléchissais et qui était pour moi peut-être le plus important ou le plus effrayant. Alors tu vas me répondre, surtout en me disant que tu as des techniciens et une industrialisation et le reconditionnement justement, mais tu as un gros acteur ou tu as quelques gros acteurs sur le seconde main. J'imagine Le Bon Coin doit être le plus gros, mais je me trompe peut-être parce que j'ai jamais acheté de vélo sur Le Bon Coin. Si, je l'ai fait en plus. Ça, comment est-ce que vous l'abordez en juin quand vous réfléchissez à vous lancer dans Upway? Donc, quand on lance Upway, quand on réfléchit à l'idée, ce qu'on constate, c'est deux choses. Quand les gens veulent un vélo électrique et se tournent vers le neuf, les produits sont chers, et donc ça rebute beaucoup de gens, parce qu'on est à plus de 2 000 € en moyenne aujourd'hui pour un vélo neuf sur le marché français, c'est même 3 000 € en Allemagne. Donc les prix ont tendance d'ailleurs à augmenter sur le neuf, parce que tout simplement, la qualité des produits augmente, on y ajoute de plus en plus de produits qualitatifs, d'outils, les moteurs gagnent en gamme, en innovation. Donc, généralement, les prix ont tendance à augmenter. Et d'ailleurs, les vélos eux-mêmes, en raison des différentes problématiques d'approvisionnement qu'on constate, avec des difficultés de logistique depuis l'Asie, avec des difficultés de chaîne de production pendant le Covid, il y a des problèmes littéralement de délai d'approvisionnement sur le vélo électrique neuf. Et d'autre part, quand les gens veulent se tourner vers le marché de l'occasion, il y a un énorme déficit de confiance. En fait, les gens ont peur de se faire arnaquer. Tout simplement parce qu'acheter un vélo 200 € sur Le Bon Coin, musculaire, ça paraît à peu près acceptable. Au pire, on va regarder avec un copain, on va voir s'il est à peu près en bon état. Et puis, si jamais il devait y avoir un problème, c'est que 200 € entre guillemets qui sont partis à la poubelle. Quand il s'agit d'un vélo électrique où sur la seconde main, on reste sur des produits, des prix qui peuvent être de 1000, 1500, 2000 € en fonction du vélo dont on parle, et qui ont un moteur, une batterie, toute l'électronique qu'on est incapable d'évaluer à l'œil nu, en vrai, il y a beaucoup de gens qui se disent « je ne peux pas me tourner vers le marché de l'occasion parce que je ne peux pas avoir confiance dans la qualité du produit ». Et donc la raison d'être d'Upway, c'est de dire on veut créer de la liquidité, créer de la confiance dans le marché de la seconde main en amenant cette étape de reconditionnement professionnel et cette garantie de 1 an qui s'applique sur chaque vélo vendu.
changer un patin de frein ou graisser une chaîne, c'est plus facile, j'imagine, que de vérifier un moteur, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui existent. Je crois que Bosch a une grosse partie du marché, mais il y en a quand même plusieurs. Ouais. Donc j'entends cette crainte, et je l'ai eu d'ailleurs, parce que j'ai voulu acheter un vélo d'occasion sur le Bon Coin électrique. Mais du coup, ça inclut quand même d'avoir des techniciens en interne et potentiellement une chaîne d'appro un peu plus large. Et puis c'est des composants qui peuvent être chers, non? Ah bah concrètement, oui, on a dû du coup développer un outil industriel, on a dû développer une équipe de mécaniciens, avoir des pièces détachées, obtenir les certifications Bosch pour être en mesure de procéder au diagnostic et aux réparations moteurs, batteries des différents prestataires et des différents fournisseurs avec qui on travaille. Donc ça a été un véritable effort opérationnel de ce point de vue-là. On travaille avec notamment un chef mécanicien et une équipe de mécaniciens qui sont expérimentés dans le secteur. Donc concrètement, ils ont notamment notre chef mécanicien plus de 10 ans d'expérience dans le vélo électrique. Donc ça donne un sérieux coup de main pour mettre le pied à l'étrier et démarrer l'activité. Mais concrètement, c'est aussi une force. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, de proposer plus de 500 vélos électriques sur le site Upway, de toutes marques et avec un niveau de qualité qui est excellent. Si je regarde aujourd'hui nos feedbacks sur Trustpilot, depuis le lancement, on a toujours envoyé à tous nos clients une proposition de nous laisser tout simplement des commentaires sur Trustpilot. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de commentaires avec une note moyenne de plus de 4,8. Donc, ça nous a permis de maintenir ce niveau de qualité extrêmement élevé. Et ça, je pense que c'est une force qui est vraiment issue du fait qu'on gère cette opération en interne, ce qui nous permet de définir nos propres standards de qualité. Et de maîtriser toute la chaîne de valeur. Maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur, exactement. Dernière question, tu peux nous donner des chiffres sur la taille de marché, France et Europe, sur le neuf et le reconditionné? Non, le neuf et l'occasion, pardon. Ouais, pour donner quelques ordres de grandeur, parce que beaucoup de gens, lorsqu'on s'est lancé, ça c'était aussi assez intéressant l'été dernier, avant le lancement, beaucoup de gens nous disaient mais c'est trop tôt, le marché est immature, ça n'existe pas encore. Tout le monde s'équipe depuis 3 ans. L'explosion, c'est ça. L'explosion, elle a vraiment 3 ans. 4 ans, j'en sais rien. Ouais. En fait, quand on a regardé les chiffres, ce qu'on a vu, c'est en Europe, sur les 10 dernières années, il y a 20 millions de vélos électriques qui ont été vendus. Donc c'est une véritable explosion et une grosse accélération. L'année dernière, il y en a eu 4,5 millions ou 5 millions de vendus. Donc effectivement, quand un quart des ventes sont sur la dernière année, ça montre un peu la dimension exponentielle de la trajectoire. Mais concrètement, il y a plus de 20 millions de vélos électriques en circulation en Europe. Donc en termes de profondeur de marché, même avec des faibles pourcentages de vélos qui reviennent sur le marché de la seconde main, on parle déjà de plusieurs millions d'unités. Donc à court terme, pour lancer un business, on sait qu'on a tout à fait le potentiel et la matière pour démarrer, pour obtenir et proposer déjà une belle offre et tout simplement commencer à lancer l'activité. La France, au sein de ça, c'est chaque année, donc en 2021, la France a vendu 660 000 vélos électriques neufs. C'était 500 000 en 2020 et ça a augmenté comme ça de 20 à 50% par an sur les 3-4 dernières années. Donc on voit qu'à nouveau, la France est sur une courbe d'adoption qui est colossale, mais elle est encore loin de son potentiel. Par exemple, on prend le marché de l'Allemagne, nos voisins, aujourd'hui ils vendent plus de 2 millions de vélos électriques chaque année. Et pareil, l'Allemagne est en croissance à 2 chiffres encore sur le marché du neuf. Donc le marché du neuf est en pleine explosion, il y a une véritable demande, il y a un gros appétit de consommateurs pour acheter. Et on sait que quand on propose des vélos qui sont moins chers mais garantis, on va pouvoir parler à énormément de ces gens-là. Donc on sait que du côté de la demande, il y a un très fort potentiel. Et sur la partie offre, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur un marché où en France, il y a presque 2 millions de vélos électriques en circulation. Il y en a 20 millions en Europe. L'Allemagne fait une grosse partie, la Belgique, les Pays-Bas aussi. Et donc on constate qu'il y a la profondeur de marché pour développer une offre vraiment significative. La profondeur de marché, mais pas encore l'usage. Et vous arrivez. Exactement, donc on se dit bon. Donc joint tous ces constats, on a levé les freins, vous décidez de vous lancer. Tout à fait, donc là on se dit bon, on pense qu'on tient quelque chose, on pense qu'en tout cas il y a un vrai service à apporter, qu'il y a des problèmes à résoudre et qu'on peut résoudre un certain nombre de problèmes des consommateurs actuellement. Et donc là on se met à la quête de l'équipe, donc on a déjà on a passé 1 mois à vraiment creuser ces recherches-là, puis à recruter la première équipe. Donc, vous avez parlé à des utilisateurs ? On a parlé à des utilisateurs, on a parlé à beaucoup d'acteurs de l'industrie, du vélo électrique et d'autres industries un peu parallèles. On a par exemple beaucoup échangé avec les acteurs de la voiture d'occasion et la voiture reconditionnée. Je pense à des Aramis Auto, des Auto One, des Kazoo. Parce qu'il y a un parallèle entre... Alors les prix moyens sont évidemment pas les mêmes, mais il y a un parallèle entre le marché de la voiture d'occasion et le vélo électrique d'occasion. C'est des produits qui coûtent cher, qui ont une longue durée de vie, s'ils sont bien entretenus et reconditionnés. Et donc, on a énormément appris de tous ces échanges-là. On a recruté notre première équipe, notre chef mécanicien, notre premier responsable des opérations, Florentin, notre chef mécanicien, Marcelo. À Paris ? À Paris. Ouais. Et on a fait une levée de fonds d'amorçage au mois de septembre.
En fait, on s'est dit, on a l'expérience d'avoir développé des activités à grande échelle dans plusieurs pays et sur plusieurs lignes de business, donc sur la partie VTC de Uber, puis la partie livraison de restaurants sur Uber Eats. Et donc, on était confiant qu'on pouvait obtenir la confiance d'investisseurs et nous donner les moyens de démarrer dans de bonnes conditions. Donc, on a fait le choix de lever des fonds avant de lancer l'activité. On a levé ces fonds en septembre et on a ensuite obtenu les clés de notre premier atelier. En parallèle du recrutement. En parallèle du recrutement, exactement. Donc tu les as embauchés une fois que tu avais les fonds ou vous avez déjà vous mis un peu au panier? Nous, on a mis un peu au panier, Stéphane et moi, pour vraiment nous donner au moins un petit bol d'air pendant les premiers mois jusqu'à ce que les fonds des investisseurs arrivent. Ok. Je peux te demander combien vous avez mis? On a mis de l'ordre de, je pense, 200 000 euros chacun. Okay. Et du coup, septembre, levée de fonds? Donc septembre, levée de fonds. En seed, vous levez 6 millions d'euros? On lève 6 millions de dollars, pardon. Ouais, tout à fait. Auprès de Sequoia, qui a maintenant une antenne à Londres. On a rencontré Luciana et on a vraiment énormément apprécié nos échanges et donc on était ravis de les avoir avec nous et auprès de Global Founders Capital, GFC, qui et notamment David chez eux, avec qui on s'est également très bien entendu, qui en plus eux c'est le fonds en gros historique de Rocket Internet, donc ils ont une grosse présence en Allemagne et nous on sait que l'Allemagne c'est un marché très important pour nous, donc on est content d'avoir un allié de poids là-bas. Sequoia, c'est fou. À chaque fois que je regarde leur... Alors, vous ne les connaissez peut-être pas, mais c'est ceux qui ont financé Stripe, Square, Apple, il y a 40 ans, 50, j'en sais rien. Zoom, DoorDash, plus récemment. Avec Kleiner Perkins dans la Silicon Valley, ça fait partie des fonds les plus impressionnants, peut-être, de l'histoire. C'est un tampon qualité, non, de lever avec Sequoia? Oui, c'est clair que je pense en seed, avant même d'avoir un produit sur une idée. C'est sûr que je pense que voilà, avoir comme investisseur Sequoia, ça rassure énormément, aussi bien les partenaires commerciaux que même dans le recrutement, ça donne un gage de confiance, notamment lorsqu'on recrute avant même d'avoir lancé l'activité. Donc je pense que c'est sûr que ça a été un atout pour nous. Mais au-delà même du nom du fonds, je pense que même nous, le travail avec Luciana au quotidien, c'est quelque chose qui nous a vachement donné envie de bosser avec eux, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, extrêmement ambitieux et qui ouvre énormément de portes et vraiment met son réseau et son expérience au service des entrepreneurs qu'elle accompagne. Donc on est très content de bosser avec eux. De manière assez transparente et honnête, d'habitude tu prouves et ensuite tu lèves. Très souvent ce qu'on demande, là vous avez levé avant de prouver, vous avez levé sur une idée et puis un parcours. Dans ce cas-là, dans votre cas du coup, qu'est-ce qui a permis cette... vous êtes certainement brillant et l'idée est je pense qu'il y a 2 à 3 choses qui ont vraiment joué un rôle. Déjà, c'était un choix vraiment de notre part. On s'est posé la question, on s'est demandé est-ce qu'on veut d'abord lancer l'activité, démontrer un peu de traction, puis lever des fonds, ou se donner tout de suite les moyens de lancer une activité, de pouvoir grandir très rapidement. Et en gros, la raison pour laquelle on est parti sur ce chemin-là, c'est que d'une part, je pense que notre expérience nous a donné confiance dans notre capacité à démarrer puis grandir rapidement. C'est vrai que les trajectoires et l'expérience de lancer des nouveaux pays, aussi bien sur Uber que sur Uber Eats, puis de gérer une activité qui grandit à très grande vitesse et de construire une activité qui est très opérationnelle, qui a une forte dimension marketing, une forte dimension B2B, cette expérience-là nous a donné confiance dans notre capacité à le faire et on s'est dit que les investisseurs auraient également confiance dans notre capacité à le faire. Je pense que la deuxième chose, c'est que la taille de l'opportunité, elle nous est apparue comme assez colossale et donc au fond, un fonds d'investissement, lorsqu'il investit en amorçage, il parie énormément sur l'équipe et sur l'opportunité. Et donc, concrètement, on s'est dit, vu que notre expérience et vu la taille de l'opportunité dont on parle, les éléments sont déjà grosso modo réunis pour une belle levée d'amorçage. On ne parle pas d'une série A ou une série B où il faut commencer à vraiment montrer des chiffres très tangibles. On était convaincus qu'il y avait déjà énormément des ingrédients qui étaient réunis pour faire une belle levée d'amorçage. Et ensuite, je pense que les conditions de marché étaient réunies pour ça aussi. Je pense que 10 ans plus tôt, on n'aurait pas pu faire, voire même 5 ans plus tôt. Conditions de marché côté investisseur. Vertical ou côté investisseur. Côté investisseur, pardon. Donc, ce que j'entends par là, c'est... On a été sur un marché assez boule pendant quelques années, là, jusqu'à récemment. Ouais. Complètement, et on sort de 10 ans, grosso modo, voire 13 ans d'un marché extrêmement ambitieux, très positif, avec énormément d'enthousiasme. Et donc, ça veut dire que les ordres de grandeur de levée de fonds ont eu tendance à augmenter à chaque étape. Et donc, lorsqu'on est en
mesure de lever plusieurs millions de dollars ou plusieurs millions d'euros sur une idée et sur une équipe et sur une taille d'opportunité, ça nous met dans des conditions qui sont excellentes pour démarrer l'activité. Et c'était possible en fin d'année dernière, alors que ça n'était probablement pas 5 ans ou 10 ans plus tôt. Tu as une roadmap et des engagements, des milestones à respecter quand tu fais ta levée seed en septembre? Je pense que concrètement, à ce moment-là, ce qui se passe plutôt, c'est que nous, ça nous donne les moyens de pouvoir aller très vite. Je me souviens qu'on avait des conversations où les investisseurs nous demandaient quand est-ce qu'on pourrait démarrer. Et donc nous, on s'était donné comme idée et comme but de lancer au mois de novembre. Et je pense que je pouvais deviner des sourires sur leur visage parce qu'ils se disaient, vous vous rendez pas compte de ce qui vous attend, ça n'arrivera pas. Et 2 mois plus tard, du coup. 2 mois plus tard. Et concrètement, c'est ce qu'on a fait. Au mois de novembre, on avait le site upway.shop qui était live, on avait nos premiers vélos disponibles et on faisait nos premières transactions de l'achat de vélos à leur reconditionnement et à leur revente. Donc, je pense qu'on s'impose nous-mêmes un rythme assez soutenu. Tu parlais de 90 heures par semaine chez Uber avant. J'imagine que vous étiez déjà sur une lancée des gros travailleurs. On est des bosseurs, mais on fait un peu plus attention qu'on l'a fait à une époque chez Uber. Donc, en 2 mois, entre septembre et mi-septembre, mi-novembre, tu l'as dit, entrepôt, site et du coup avoir lancé des actions sur l'offre, donc à acheter des vélos. L'entrepôt, il est à Paris? L'entrepôt est à Gennevilliers, ouais, en Ile-de-France. Mais du coup, juste d'un point de vue opérationnel, vous achetez des vélos partout en France? Aujourd'hui, on achète des vélos partout en France. Ouais. Il faut les faire venir à Paris? Comment ça marche? Ouais, donc on travaille avec des partenaires logistiques. On a plusieurs solutions pour ça, mais on a nous-mêmes un van électrique avec lequel on peut faire de la collecte de vélos, notamment auprès de particuliers en Ile-de-France, par exemple. Et après, on travaille avec des partenaires. Pour certains, lorsque les distances sont plus longues, le vélo doit impérativement être mis en carton. Donc là, il y a différentes solutions pour faire ça. Et lorsque c'est en Ile-de-France, on a d'autres partenaires qui nous permettent de récupérer des vélos, même en vrac, donc sans nécessairement de conditionnement particulier. Et grosso modo, on récupère une partie des vélos auprès de professionnels. Donc je pense à des flottes de location, des flottes de leasing, des acteurs d'abonnement de vélos électriques qui, en fait, après 1 an, 2 ans, 3 ou 4 ans de location, souhaitent renouveler leur flotte et du coup ont besoin d'un débouché pour leur vélo. Donc nous, on est là pour leur proposer une solution clé en main où, littéralement, on est prêt à leur racheter leur vélo en l'état parce qu'on saura les réparer nous-mêmes et du coup livrer directement à notre entrepôt. Et d'autre part, on travaille en achetant des vélos directement auprès de particuliers. Et donc, je sais que tu as fait l'expérience de tenter de nous vendre un vélo sur upway.shop. Donc, on peut, en renseignant quelques informations, vous obtenez un devis en littéralement 24 heures et une proposition de rachat. Et si cette proposition de rachat vous convient, on organisera la collecte du vélo directement à domicile. Alors j'ai fait effectivement le test parce que je suis curieux de tester les services de mes invités, évidemment. Alors c'était pas 24 heures, hein, c'était quelques heures, c'était assez rapide. Et ce qui m'a étonné aussi, alors 2 choses d'ailleurs, et on pourra revenir du coup sur l'état d'esprit qui est le vôtre et qui me plaît. Mais la première, c'est que le prix était correct. Enfin, c'était le prix que je voyais sur d'autres sites. Donc je me suis dit, soit vous faites du dumping pour constituer votre catalogue, soit vous êtes hyper efficace dans la gestion, le reconditionnement du vélo, ou soit les deux d'ailleurs peut-être. Non, en fait, on a la chance d'être sur un marché qui est littéralement au tout début de son marché et dans lequel on peut construire un acteur qui est, je pense, leader sur cette catégorie et qui en tout cas répond à créer une nouvelle offre en fait et qui répond à un besoin qui n'avait pas de solution concrète jusqu'ici, c'est-à-dire des vélos d'occasion mais de confiance. Et donc, ce que ça veut dire quand on est acteur si tôt dans un marché à si fort potentiel, c'est qu'on peut très rapidement offrir des produits à leur juste prix. Et c'est à distinguer d'un marché qui est ultra concurrentiel, dans lequel il y a énormément de dumping, énormément de subventions, et en fait on finance, on vend le service moins cher qu'il nous coûte, et chaque nouvelle transaction empire un peu les conditions économiques du business. Nous aujourd'hui, d'ores et déjà, on est sur des unit economics positives, c'est-à-dire que lorsqu'on vend un vélo, le prix de vente couvre plus que le prix d'achat, plus l'intégralité de la chaîne d'opération, c'est-à-dire la logistique, la réparation, les mécaniciens, l'entrepôt. Donc concrètement, on n'est pas dans un état d'esprit de dumping parce que le marché est encore très jeune et qu'on souhaite au contraire le façonner d'une manière extrêmement soutenable et qui a un vrai potentiel de long terme. Maintenant, on a énormément appris sur les sujets de pricing et on va encore énormément apprendre. On est au tout début de notre courbe d'apprentissage sur le sujet, mais concrètement, c'est vrai qu'en fonction de la marque, du modèle, de l'âge, du kilométrage et d'autres informations, on est vraiment de plus en plus capable de prédire le prix
le coût que ça va nous coûter de le réparer et le prix auquel on sera en mesure de le remettre en vente. Le deuxième point, la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que c'était donc il y a quelques semaines, j'imagine que la due deal sur le nouveau tour était déjà signée. Vous aviez pu itérer sur la partie tech et j'ai eu un Typeform et une intervention humaine assez rapidement. Donc je me suis dit c'est pas si automatisé que ça. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est une belle approche de prendre ce qui existe sur étagère, ne pas réinventer la poudre, aller vite, optimiser plus tard. Oui, je pense que c'est l'un des exemples des trade-offs que tu fais quand tu souhaites aller aussi vite qu'on l'a été. Et donc on parlait tout à l'heure du fait qu'en un an, on a accompli beaucoup de choses, on a lancé la Belgique, là on se prépare à lancer l'Allemagne et les Pays-Bas, mais c'est aussi le résultat de choix. Et ça, c'est un exemple de choix. Aujourd'hui, Upway, c'est sur une base Shopify. Lorsque tu souhaites nous vendre un vélo, aujourd'hui, c'est via un Typeform, et après, c'est une expérience où on automatise de plus en plus le process, mais on est encore loin de l'image que j'ai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, d'une expérience totalement intégrée, une expérience qui est complètement in-house, de revente d'un vélo. Et ça, c'est parce qu'on peut avoir probablement 80% du résultat attendu avec des solutions existantes, type Typeform, plutôt que de tout reconstruire à zéro et tenter de tout simplement réinventer la roue avant que ça soit nécessaire. Je suis tellement aligné. Et du coup, j'ai envie de te challenger sur la vision que tu as de ta stack technique future. Mais juste pour rester là-dessus, pas besoin de réinventer la roue, quoi. T'as des millions de technos, des centaines de milliers, j'ai des dizaines de technos, le framework qui existe pour faire des choses sur étagère sans se prendre la tête, qui font 80, 90, 99% de ton besoin et te permettent de te concentrer sur ce qui compte vraiment, je sais pas, ta plateforme de marque, ton marketing, ton acquise, ton sourcing. Et du coup, quand tu dis que c'est très très loin de l'image que tu peux avoir de l'expérience à quelques années, pourquoi? Elle était bien mon expérience. Ouais, non, elle était très bien. Je pense que c'est simplement qu'on pourra l'optimiser à la marge et rendre ça encore plus, je pense, qualitatif. Et tu vois, tu t'es fait la réflexion. Donc, ça veut dire que tu as vu à un moment une friction. Après, c'est mon métier. C'est ton métier, donc tu auras peut-être un point de vue un peu biaisé. Mais ma mère l'aurait fait, elle aurait dit super, elle serait pas fait cette réflexion. Et tu rajoutes peut-être un peu d'Integromat ou de Airtable ou de ci ou de ça après. T'as dépensé zéro, t'as aucune dette technique et t'as une expérience. Exactement. Non, mais je pense que concrètement, de toute façon, notre état d'esprit quand on regarde ce genre de sujet, et comme beaucoup d'autres, c'est de se dire qu'on va résoudre des problèmes qui existent et non pas des problèmes qu'on projette et qui devraient arriver à l'avenir. Donc concrètement, voilà, on apprend énormément déjà en utilisant un process qui est relativement simple et utilisant en tout cas des solutions techniques existantes. Et on mettra une barre relativement haute à construire nos propres outils pour répondre à ces mêmes problèmes si en fait on constate que c'est pas vraiment nécessaire, quoi. On va résoudre des problèmes qui existent. C'est hyper intéressant. Pour un entrepreneur, ne cherchez pas à régler des problèmes que vous allez vous-même vous créer. Et typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Votre problème, c'est, je sais pas, une plateforme de marque, de l'acquise, de la notoriété. C'est pas de redévelopper un comparateur de prix ou un module d'offres à variation sur votre Shopify ou PrestaShop. C'est pas ça votre problème. Exactement. Cool. Donc, ça c'était. Du coup, on enchaînait sur ce deuxième point qui s'était passé sur les 2 mois entre septembre et novembre, qui était la partie Shopify. Vous partez sur Shopify du coup parce que simple sur étagère. Exactement, on fait rapidement un peu un état des lieux du marché, mais concrètement, rapidement, on arrive à la conclusion que ça répond à plus de 90% de nos besoins et que c'est énormément d'atouts et d'avantages de pouvoir démarrer aussi rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on regarde le sujet de de la stack technique, notamment de notre front-end et donc de Shopify, ce qu'on constate, c'est que on est très humble sur le fait que ne serait-ce que reconstruire pour atteindre la parité de features serait un boulot colossal. Ensuite, la maintenance de ça serait un boulot colossal. Et à partir de là, on pourrait potentiellement obtenir des avantages un peu additionnels d'avoir notre propre outil. Donc, clairement, on a fait le choix de la simplicité. On a fait le choix d'utiliser les plateformes les plus accessibles, les plus rapides à développer et à utiliser. Et ensuite, on essaie de continuer à construire sur cette base-là. Et en fait, il y a énormément de flexibilité qu'on trouve déjà sur Shopify pour améliorer certaines parties de l'expérience lorsque la solution telle qu'elle est n'est pas forcément idéale. C'est hyper intéressant. On est souvent, nous, confrontés à des gens, des prospects, des clients qui veulent tout refondre
parce qu'ils ont atteint un niveau d'insatisfaction, de frustration, j'en sais rien, de dette. Or, tu l'as dit, l'effort financier, humain, coût, temps, opérationnel pour arriver rien qu'à l'équivalent, mais sur une autre techno, est parfois déjà beaucoup trop important par rapport à ce qu'ils ont en tête, puisqu'en plus ça doit servir de base à une progression. Ouais. Et ce qu'on dit, alors on le voit, nous on affectionne particulièrement PrestaShop, Shopify ou WooCommerce. Parfois juste optimiser l'existant, enlever ou redévelopper certains patchs qui ont été mis avec le temps, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et du coup permet de se concentrer, comme je le disais, sur ce qui compte vraiment, les vrais problèmes qu'on essaie de résoudre et pas la tech, quoi. Exactement, et typiquement on parlait de l'international, chaque lancement de pays c'est évidemment beaucoup de travail humain et technique pour s'assurer qu'on est capable de proposer le même service dans un nouveau pays, et donc tout le temps qu'on y consacre c'est du temps qu'on n'aurait pas pu consacrer à gérer, continuer à construire notre propre outil en interne. Donc c'est vraiment un choix hyper intentionnel de privilégier la vitesse de développement, la vitesse d'expansion, et ensuite de construire éventuellement les solutions additionnelles sur une base Shopify plutôt que d'essayer de tout reconstruire from scratch. Troisième point pour lancer au 15 novembre après avoir levé les fonds en septembre. Donc avant ça, il y avait le recrutement, en tout cas la constitution d'un embryon d'équipe. Il y a eu l'entrepôt, il y a eu la tech. Maintenant, il faut vendre des vélos. Et il faut que le jour où tu annonces ton lancement, il y ait un peu de stock. Comment est-ce que vous créez ce premier catalogue ? Alors, moi, je commence par faire beaucoup de prospection au téléphone. Donc, j'appelle à peu près toutes les boîtes de location et de leasing que je trouve sur Internet. Je sais que je visite mon premier atelier d'un loueur de vélos électriques qui est à Rouen, et littéralement une super PME qui propose des vélos électriques à des professionnels pour avoir une flotte à proposer à leurs salariés. Donc, littéralement de la prospection pure et dure. Et grâce à ça, on a nos premières dizaines de vélos électriques de seconde main qui arrivent à l'entrepôt. Et donc c'est vraiment avant tout en B2B qu'on a, je dirais, créé le tout premier stock avant de développer progressivement des canaux d'acquisition B2C pour de l'achat de vélos. Et ensuite se pose la question effectivement du coup de vendre nos vélos. Et là on fait tout simplement, je pense, un schéma assez classique, hein. On essaye d'obtenir du PR et de la presse lors du lancement, et on met en place un certain nombre de canaux d'acquisition avant toute performance. Donc je pense à du social media, du search, Google Shopping qui marche bien sur le vélo électrique et qui nous permet du coup de développer les tout premiers volumes de vente, de récupérer les premières expériences clients. Et après, on bénéficie énormément de bouche à oreille. Donc, on travaille pas mal sur notre CRM pour être sûr qu'on peut tout simplement encourager les personnes qui achètent à en parler autour d'eux. Je pense qu'avoir un vélo électrique de grande qualité, parce que c'est le premier feedback qu'on récupère et qu'on reçoit, c'est que les gens le considèrent comme neuf parce qu'ils le voient vraiment, lorsqu'ils le récupèrent, ils ont vraiment le sentiment d'avoir un vélo en excellent état, mais qui a été beaucoup moins cher que le vélo neuf qu'ils auraient pu s'acheter par ailleurs, et qui arrive avec un an de garantie et qui en plus donne une nouvelle vie à un vélo plutôt que d'acheter du neuf et de jeter l'ancien. C'est énormément de choses qui résonnent énormément avec les utilisateurs et les clients. Donc on les encourage aussi à en parler autour d'eux. On peut revenir sur les leviers marketing utilisés depuis le lancement de mi-novembre jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Tu l'as dit, hein, plusieurs milliers de vélos qui sont passés par vos entrepôts, enfin vos entrepôts, vos mécaniciens, avec un objectif de 10 millions cette année. C'est quoi le prix moyen ? Alors, le prix moyen, il a pas mal évolué. On a commencé un peu en dessous de 1 500 €, prix de vente, parce qu'on était beaucoup sur des vélos de ville. Puis progressivement, on a ajouté des vélos tout chemin. Donc, c'est généralement les vélos qui sont plus entrée de gamme, avec des capacités de batterie moins importantes, des moteurs qui peuvent être dans les roues avant ou arrière, ce qui est généralement un peu moins cher, mais d'une qualité d'expérience un peu inférieure. Et puis progressivement, on a diversifié notre offre. Donc, de plus en plus, on a eu des vélos, plus récemment des vélos long tail, des vélos cargo, des VTT plus haut de gamme, des vélos tout chemin plus haut de gamme. Et donc, à mesure qu'on a diversifié notre offre, on a vu le prix moyen augmenter. Donc là, on a dépassé les 1 500 € de prix de vente moyen. Mais ce qui nous importe plus, c'est de vraiment de regarder d'un point de vue consommateur le niveau de réduction qu'on est capable de proposer. Donc nous, aujourd'hui, on offre des vélos qui sont jusqu'à 60% moins chers que le neuf. En moyenne, on est autour de 35% de réduction par rapport au prix public des vélos que l'on revend. Donc une dizaine de milliers de vélos qui vont passer dans vos entrepôts entre 7 et entre 8 et 10, ok. Du coup, voilà, pour revenir sur ces 8 premiers mois d'accélération côté client, quel levier utiliser et quel poids tu leur donnerais dans la réussite ?
Je pense que pour vraiment amorcer les premières transactions, avoir nos premiers retours clients et juste démarrer l'activité, faire connaître Pouet et auprès d'acheteurs qui ont une intention d'achat très importante, très clairement, le search, Google Shopping ont été assez primordiaux. Progressivement, le social, donc tout ce qui est Instagram, Facebook, nous a permis aussi d'accélérer et d'étendre un peu la croissance. Et après, ce qui a vraiment donné une grosse et forte accélération, ça a été tout le coverage plus PR. Donc tout ce qui a été tout simplement de la couverture presse. On a eu Le Parisien, on a eu France Info, on a eu Vélomag qui ont parlé de nous. Et c'est vrai que ça donne à chaque fois un nouvel élan à la plateforme, au service. Et ça, à nouveau, ça enclenche énormément de bouche à oreille. Parce que le service parle énormément en fait. Avoir des vélos moins chers mais de grande qualité qui en plus sont plutôt vertueux pour l'environnement, c'est un message, on voit, qui résonne énormément. Donc du social, du Google Shopping, du search, beaucoup de PR, des podcasts. Je dis ça avec un sourire, pardon. C'est le premier de tout ça. Je suis très fier de te recevoir. Une strat contenu ? On a une strat de contenu, effectivement. On bosse beaucoup sur le SEO. Je pense que le SEO au sens large, on le voit vraiment comme un effort de très très long terme. Mais qu'il faut commencer tôt. Donc on produit énormément de contenu sur chaque marque, sur énormément de modèles, sur toutes les questions qu'on constate et qu'on observe nous-mêmes dans le support. Donc aujourd'hui, on a un chat auquel on répond littéralement en quelques minutes et ça nous permet de collecter énormément d'informations sur les questions que se posent les clients. Donc quelles sont les interrogations qu'ils ont, comment ils souhaitent se faire aider dans leur achat, quelles sont les informations qu'ils connaissent, les informations qu'ils n'ont pas. Et en fait, à mesure qu'on collecte toutes ces informations, tout simplement, on rédige énormément d'articles, que ce soit du blog, que ce soit du contenu sur les marques, et ça nous permet d'alimenter progressivement notre site en réponse à ces questions d'une part, mais aussi justement en contenu qui nous permettra à terme de développer notre trafic organique. Je pense qu'on a eu une très belle trajectoire, mais c'est encore aujourd'hui très faible par rapport au potentiel que ça a. On sait que ça prend énormément de temps d'en faire un canal d'acquisition à grande échelle, donc on a commencé le marathon, mais on est loin du travail accompli. Oui, et puis c'est un marathon qui n'a pas de ligne de fin. Exactement. Enfin, de ligne d'arrivée. Sur la partie site, qu'est-ce qui a évolué sur ces 8 premiers mois ? Est-ce qu'il y a des grandes briques qui t'ont permis de hacker ou de lisser des frictions que tu pouvais rencontrer dans l'expérience d'achat ? Tout à fait, il y a plusieurs aspects sur lesquels on a travaillé. Donc on a vraiment voulu aller vite, donc on a commencé en mettant littéralement quelques vélos disponibles dans un catalogue complet et avec très peu d'informations. Et là, il y a eu plusieurs étapes qu'on a franchies. On a organisé énormément nos vélos dans différentes collections. On a compris progressivement les différents angles par lesquels les acheteurs s'intéressaient à un vélo. Certains commencent par le budget, donc on a organisé les vélos par budget. Certains commencent par l'usage, donc on s'assure de séparer les VTT, des vélos de ville, des vélos tout chemin. Certains commencent par une marque, et donc on a voulu mettre les marques en avant et permettre très facilement d'aller chercher le vélo moustache, le vélo cow-boy, mettre des alertes sur les différents types de vélos qu'on souhaite obtenir lorsque de nouveaux vélos arrivent chez nous. Donc ça, c'était un peu la première étape. La deuxième étape, ça a été de renseigner de plus en plus d'informations relatives à chaque vélo. C'est un travail de longue haleine parce que tout simplement, chaque vélo qui arrive chez nous, il va avoir des spécificités techniques sur le marché du neuf, mais on va vouloir s'assurer qu'il n'y a pas eu une pièce qui a été changée, qu'elles s'appliquent toujours au vélo qui a intégré l'atelier. Donc on doit faire énormément de vérifications manuelles. Donc on a progressivement renseigné de plus en plus d'informations. Évidemment la taille du vélo, mais également la marque du moteur, le modèle de la transmission, le nombre de cycles de charge de la batterie. On a progressivement ajouté de plus en plus d'informations sur chaque page produit. Et enfin, on a rapidement introduit le paiement fractionné, tout simplement. On est sur des prix d'achat qui sont relativement importants. Et donc, on travaille avec Alma pour proposer des paiements en 2, 3, 4 ou 10 fois sans frais, ce qui permet évidemment de réduire une grosse friction à l'achat. Ok. Sur le SEO, vous êtes enfin, je teste, vélo moustache d'occasion. Google est dur. T'as Google Shopping qui vient en premier, et vous êtes dans Google Shopping. Ensuite, t'as une annonce. Ensuite, t'as un lien. Ensuite, t'as les recherches associées. T'as Google Maps. Et là, vous arrivez. Donc, vous êtes littéralement premier, sauf que j'ai scrollé 2 écrans pour y arriver. Ouais, c'est dur. Ça, c'est l'hégémonie. Mais bon. En tout cas, premier lien SEO en fenêtre anonyme ou deuxième, mais en tout cas, c'est bien. Ok. Hyper intéressant. Il se trouve que le premier lien, en plus, c'est sur un concurrent, je pense, mais qui ne marche pas. Peut-être qu'ils écouteront, et du coup, cher concurrent, qui se reconnaîtra, revoit ton site. Ok. Quelles évolutions, du coup,
sites, là on a parlé des évolutions passées, on peut imaginer dans les mois qui viennent, sans en dire trop j'imagine, mais... Ouais, concrètement, on a pas mal d'idées. Je pense qu'on reste assez discipliné pour ne pas créer trop de distractions pour nos équipes et pouvoir continuer à développer le cœur du business tel qu'on l'opère aujourd'hui. Mais concrètement, on a plusieurs sujets sur lesquels on compte avancer dans les mois qui viennent. Je pense que le premier, c'est offrir des services d'assurance contre la casse, contre le vol. Il y a aujourd'hui pas mal de solutions qui existent, intégrées par API, donc c'est relativement entre guillemets simple techniquement à mettre en œuvre. On veut s'assurer que l'expérience sera très qualitative, mais je pense ça peut être un vrai progrès et une amélioration de l'expérience client. Je pense qu'ensuite offrir des solutions soit de maintenance, soit des extensions de garantie, ça peut être des solutions aussi qui plaisent. On a ajouté des accessoires. Je pense qu'on a un vrai travail de merchandising et de sélection d'accessoires à continuer à faire. On propose aujourd'hui des casques, des sièges bébés, des cadenas. Donc on peut mieux les mettre en valeur et mieux les associer aux vélos qui sont achetés par les clients. Donc il y a tout un panel, je pense, de manières dont on peut améliorer l'expérience aujourd'hui de shopping sur le site. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur proposer le plus vaste choix de vélos électriques possible au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service attendue. Vous avez ouvert la Belgique en mars, marché francophone, proche. Pas intégralement. Oui, pardon, excuse-moi. Oh là là, ce raccourci, pardon, chers amis belges, pas intégralement. En tout cas, qu'est-ce que... Alors, pardon, je faisais un raccourci, mais qui allait servir la question que je vais te poser. Qu'est-ce que vous avez appris en ouvrant la Belgique que vous allez répéter ou pas en ouvrant l'Allemagne et les Pays-Bas dans les semaines qui viennent? Je pense que déjà, on a pris conscience, on l'avait en tête, mais on a pris conscience de l'énorme potentiel du service Upway dans les pays qui sont les plus matures sur le sujet du vélo électrique. Donc concrètement, Belgique, Pays-Bas et Allemagne, c'est les pays dans lesquels le vélo électrique a connu une forte accélération de son adoption le plus tôt. L'Allemagne aujourd'hui vend, on le disait, 2 millions de vélos électriques par an, la France 660 000. Les deux pays sont en forte croissance, mais l'Allemagne a juste 5 ans d'avance. Donc concrètement, c'est un pays dans lequel les gens connaissent mieux les produits, ont plus l'habitude d'acheter un vélo électrique, ont déjà l'expérience. Et donc on sait que le potentiel, lorsqu'on offre des produits de grande qualité mais moins chers, sera colossal. Et la Belgique, ce que ça nous a appris, c'est que effectivement, la vitesse de traction, la Belgique était grosso modo 50%, faisait 50% de ventes de plus que la France quand on cohorte les mois après le lancement. Donc le mois 1 était 50% plus élevé que le premier mois en France. Et donc on voit qu'il y a une adoption qui est d'autant plus rapide dans les pays dans lesquels le vélo électrique est déjà plus populaire et qui est déjà mieux connu par les consommateurs. Et la deuxième chose qu'on a apprise, c'est qu'on est en mesure d'offrir un service de très grande qualité, même si on n'a pas une opération, un atelier et un entrepôt sur place. Donc aujourd'hui, la Belgique, on la dessert depuis notre atelier et entrepôt en région parisienne. Ouais. On est en train d'ouvrir un entrepôt, un atelier en Allemagne, donc on aura une opération locale, mais on sait qu'on peut également tout simplement livrer depuis notre atelier français, ce qui nous permet d'augmenter notre offre et d'offrir très rapidement un service dans plusieurs pays. Ça, c'est sur l'opérationnel. D'un point de vue humain? D'un point de vue client ou d'un point de vue... Non, interne, les équipes. Ton expérience, donc tu as géré Uber Eats sur Londres, puis le UK, et puis tu m'as dit tout à l'heure la Suède, la Pologne et quelques autres pays. Qu'est-ce que tu répètes de cette expérience? Déjà, on sait que c'est une vraie distraction de lancer un nouveau pays. C'est-à-dire que ça peut demander énormément de temps, d'efforts, de ressources de la part de beaucoup de monde. Donc, ça nécessite d'être très aligné en interne sur l'ordre de priorité que ça représente. Donc, on sait que notre équipe tech, elle va être énormément concentrée sur le lancement d'un nouveau pays pendant plusieurs semaines en amont et au moment du lancement. Donc, on ne peut pas se permettre de leur mettre des chantiers et de valider des chantiers énormes sur d'autres sujets pendant cette période-là. De même, c'est un énorme travail côté marketing, il y a un gros travail de traduction du contenu, il y a un gros travail de préparation des campagnes, des canaux marketing, etc. Donc on sait que ça va être une période pendant laquelle on va faire tourner le reste de nos activités marketing, mais avec probablement moins d'innovation, moins de changements pendant la période de préparation du lancement. Donc avoir cet alignement en interne sur le degré de priorité que représente le lancement de nouveaux pays, c'est hyper important. Et on parlait tout à l'heure de ce que ça avait comme implication sur des chantiers tech, par exemple. C'est un de ces exemples. Et ensuite, je pense que ça crée... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça commence à créer une émulation parce que on est en mesure de commencer à regarder des chiffres
où on compare les différents pays. Et donc cette espèce de compétition en interne où on veut s'assurer que la Belgique, donc on a un launcher qui s'est occupé de lancer la Belgique, qui maintenant prépare les lancements d'autres pays avec nous. Mais c'est vrai qu'il y a une émulation qui se fait en interne parce que tout simplement ceux qui prennent une responsabilité pour les chiffres de la Belgique veulent concurrencer un peu la France par rapport à la trajectoire qu'on a eue. Et donc c'est vachement enthousiasmant parce que ça nous permet de tout simplement nous imposer des objectifs toujours plus élevés sans avoir nécessairement une concurrence aujourd'hui qu'on peut regarder tous les jours. On a l'opportunité dans un marché qui est très récent, qui est très neuf, qui a un gros potentiel. Mais donc, on va un peu établir, je pense, le standard du marché. Et donc, cette émulation qu'on crée entre pays, elle est hyper stimulante. Le launcher de la Belgique sera le launcher de l'Allemagne ? Ouais, il travaille sur le launch de l'Allemagne. C'est un natif ? Il travaille sur le launch des Pays-Bas. C'est un Français ? Alors, c'est un Flamand. Okay. Et du coup, qui parle allemand, flamand, néerlandais et français. C'est le mouton à 5 pattes. Exactement. Quel type de profil pour les launchers ? C'est des profils extrêmement entrepreneurs. Il faut des gens qui ont une passion pour démarrer quelque chose, trouver des solutions créatives à n'importe quel type de problème, aller toujours plus vite, quitte à ce que ça soit pas que ça puisse pas gagner en échelle. Do things that don't scale, faire des choses qui ne montent pas à l'échelle, comme tu dis, ne peuvent pas être répétées. Ok. Exactement. Donc il faut vraiment des gens qui ont une énergie débordante, qui ont une créativité inouïe, qui ont une capacité à trouver des solutions extrêmement pragmatiques à des problèmes en autonomie, parce que ça peut être très tentant d'aller regarder et demander à toutes les équipes un peu d'aide. Mais en fait, on a besoin de quelqu'un qui est capable en autonomie de résoudre 90% des problèmes, sinon le reste de l'activité va être en pause le temps du lancement, mais qui malgré tout travaille toujours en connaissance de notre modèle opératoire, de notre façon d'opérer, pour ne pas non plus réinventer la roue à chaque fois qu'on remet en place une partie de l'activité. Donc c'est un travail qui est passionnant pour ceux qui ont goût à ça. Et très doueur du coup aussi. Très très doueur. En fait, c'est des gens qui... je pense que en tout cas, nous, notre launcher et les gens qu'on recherche sur ce type de rôle, c'est des gens qui n'ont pas forcément un goût prononcé pour beaucoup de structure, pour beaucoup d'organisation, pour beaucoup de prévisibilité. Ils aiment au contraire un peu de chaos. Ils aiment que les choses aillent vite et ils aiment être les mains dans le cambouis et faire les choses. Et donc, c'est eux qui vont signer nos premiers partenariats B2B, qui vont trouver un entrepôt et un atelier, qui vont recruter les premiers opérateurs, qui vont ouvrir le premier compte en banque. Donc, c'est littéralement des gens qui aiment faire un peu de tout très rapidement et trouver de nouvelles solutions tous les jours à tous les problèmes qu'ils rencontrent. Hyper intéressant. On est en juin, ça fait 1 an que tu es revenu de voyage, que vous avez commencé avec Stéphane à réfléchir et à passer l'idée de business aux différents amis dont on a parlé un peu plus tôt. C'est une incroyable aventure, en l'espace d'1 an, tout ce que vous avez réussi à exécuter. Vous êtes combien aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on est 30 chez Upway, dont 10 mécaniciens, y compris notre chef mécanicien. Et donc on est grosso modo, on a les grandes verticales et les grandes équipes Upway, c'est d'une part la tech, on en a parlé, le marketing, pour être sûr qu'on peut faire de l'acquisition aussi bien de clients finaux que de vendeurs, une équipe B2B qui s'assure de créer des relations et des partenariats avec les boîtes de leasing dont on parlait, mais également les magasins de vélos. Donc aujourd'hui, on propose une solution de reprise clé en main à des magasins de vélos. Ça leur permet de récupérer l'ancien vélo d'un client pour lui vendre un vélo neuf avec une réduction. Et enfin, on a une équipe, un gros muscle d'opération, donc une équipe qui gère la logistique, l'entrepôt et le service client. Et enfin, toute la partie mécanicien, justement, qui s'assure de littéralement le reconditionnement des vélos en eux-mêmes. Et un plan de recrutement avec la nouvelle levée que vous venez d'annoncer ? Oui, avec la nouvelle levée de fonds et les plans d'expansion qu'on a, dans les tout prochains mois, on aura 15 recrutements supplémentaires pour notamment gérer notre expansion. Après, nous, on est très disciplinés dans la manière, je dirais, de regarder le recrutement. On s'assure de ne pas être toujours en avance de phase. Je pense que la réalité, c'est que on a tellement de choses à apprendre que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète sur un certain nombre d'équipes. On préfère se donner le temps de voir nos besoins, de voir l'opportunité de faire grandir une équipe et le type de retour que ça peut apporter avant de décider d'ouvrir des dizaines et des dizaines de rôles. On en parlait hors micro avant de commencer l'enregistrement, mais surtout dans la période actuelle où c'est pas une mauvaise idée d'avoir un peu de cash et de se dire j'ai 1 an et demi, 2 ans et demi de runway devant moi si jamais la situation devient vraiment compliquée.
Cool. Donc une quinzaine de postes à ouvrir, c'est ce que tu as dit. Ouais, exactement. Aussi bien aux autres. Totalement raisonnable. Ouais, voilà, on recrute principalement en tech parce qu'on sait que c'est des efforts de long terme qui ont un retour incroyable. Donc on fait grandir notre équipe aujourd'hui de développeurs. On a une toute petite équipe, ils sont 3, donc ils font un boulot colossal. Et on sait qu'en faisant grandir un peu cette équipe, on va pouvoir avoir de beaux résultats. On recrute aux opérations parce que c'est quand même un métier qui est très opérationnel. Donc on a besoin de personnes capables de créer des process, qui ont un esprit très analytique et qui sont en mesure justement de tout simplement continuer à améliorer l'excellence opérationnelle avec laquelle on opère notre logistique, notre service client et notre activité de reconditionnement en tant que telle. Et on recrute sur la partie plus expansion. Donc dans les pays qu'on lance, on recrute généralement une personne en marketing et une personne en B2B pour créer ces relations avec les marchands locaux dans chaque pays. Une relation qui peut être physique. Enfin, pardon. La question que je vais te poser, c'est des personnes, donc des natifs qui seront chez vous à Paris ou qui sont dans le pays? Donc les équipes notamment marketing et B2B sont vraiment dans le pays. Dans le pays, okay. Le but étant qu'ils soient au plus proche des clients et des partenaires commerciaux dans chaque marché. Ok. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Super Prof avec qui je fais un catch-up bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. Est-ce que c'était lui? Si, je crois qu'il a ouvert une vingtaine de pays, mais lui, c'est des équipes en local. C'est un natif, mais qui fait venir en France. Typiquement, il ouvre l'Argentine, il fait venir un Argentin qui recrute là-bas, mais qui fait venir vivre à Paris pour une question d'émulation et de culture et d'ADN, mais ils sont dans un métier qui est totalement dématérialisé. Ouais, j'allais dire. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse clé en main qui s'applique à tous. Je pense que ça dépend vraiment de la nature de ton activité, de tout simplement ton service. Nous, concrètement, quand je pense par exemple au B2B, on travaille avec des loueurs, on travaille avec des magasins de vélos. C'est des gens qui ont l'habitude de travailler un produit physique, qui ont l'habitude de rencontrer énormément de monde et donc qui valorisent le fait d'être sur place et d'être en mesure de passer du temps en physique. Donc je pense que, et en marketing, j'ai pas la réponse long terme et peut-être qu'on changera d'avis ou qu'on évoluera, mais ce qui est certain, c'est qu'on veut des personnes qui se sentent au plus proche des consommateurs du pays parce qu'on le sait, il y a des habitudes, des tendances, que le message et les canaux qui fonctionneront dans un pays seront pas forcément les mêmes ailleurs. Et donc on veut être sûr qu'on répond aux besoins de chaque marché de manière autonome. Donc toute cette longue intro depuis 5 minutes pour poser une question qui est assez simple. L'exécution a été assez impressionnante, ou en tout cas efficace sur ces 12 derniers mois, assez lean aussi, efficace en termes financiers et opérationnels. Est-ce qu'il y a des choses que tu, avec un peu de hauteur et de recul, tu aurais pu faire différemment ou voulu faire différemment? C'est une très bonne question. Je pense que c'est difficile, je trouve, de prendre du recul. C'est vrai qu'on est tellement les mains dans le cambouis tous les jours que c'est pas facile de prendre du recul sur 6 mois complets et de se demander ce qu'on aurait dû changer. Je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on a voulu réagir très vite et on a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux. On a fait des erreurs parfois d'achat, on a fait parfois des erreurs dans des canaux marketing, on a changé des méthodes littéralement d'optimisation de nos campagnes avec parfois une perte de 50% de l'efficacité d'un canal parce qu'on a pris la mauvaise décision et on a mis 10 jours à rebondir. Donc il y a eu énormément, je dirais, de challenges et d'obstacles un peu au quotidien qui se sont présentés. On a essayé de rebondir un peu à chaque fois le plus rapidement possible. Je pense que concrètement, ce que je constate, c'est que la Belgique nous a vraiment conforté dans l'idée qu'on pouvait lancer un pays avec un atelier, quitte à ce qu'il soit dans un pays proche. Et donc, on avait peut-être mis une barre un peu trop élevée au lancement de nouveaux marchés. Ce qui paraît peut-être vu qu'on maintenant on veut lancer l'Allemagne et les Pays-Bas rapidement, mais c'est vrai qu'on a réalisé en tout cas que on était en mesure de lancer ces différents pays de manière plus rapide qu'on ne le pensait. Et je pense que du coup on s'est mis un peu une barrière mentale sur ces différents lancements qui n'étaient pas forcément nécessaires et justifiés. Donc on essaye de rebondir et de réagir face à ça, mais voilà, on a vraiment la possibilité de créer un acteur qui je pense est très important dans les différents marchés européens et on a pris conscience de ça notamment avec le lancement de la Belgique. Ok, donc tu aurais pu faire l'international plus tôt, ou en tout cas ne pas te mettre de barrière et Exactement. Ne pas répéter ses erreurs. Tout ça, c'était passionnant. Je suis impatient de te recevoir dans un an. Qu'est-ce que tu m'annonces comme objectif à fin 2023 ? Écoute, déjà disons mi-2023. Ouais. Ce que j'espère, c'est qu'on sera présent dans grosso modo, tu vois, je dirais 5 à 7 ou 7 à 8 pays en Europe occidentale et notamment Europe continentale. Et d'autre part, qu'on aura mis un premier pied aux US. Ça, c'est l'objectif d'ici la fin de l'année.
d'avoir une première région dans laquelle on opère un premier entrepôt. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que les États-Unis sont en retard par rapport à l'Europe sur l'adoption de vélos électriques. Ils sont moins vélo, beaucoup moins vélo. Oui, mais c'est pas les mêmes produits. Donc les Américains, un vélo électrique, un vélo à assistance électrique en Europe, pour qu'il ne soit pas considéré comme un cyclomoteur, il faut que l'assistance ne dépasse pas 25 km/h et que l'assistance ne s'applique que lors du pédalage et que le moteur ne dépasse pas 250 watts de puissance. Aux États-Unis, l'équivalent, les normes équivalentes, c'est 32 km/h de vitesse. Le vélo, ça peut être comme un scooter, on peut appuyer sur une gâchette et que l'assistance se mette en marche. Et le moteur ne doit pas dépasser 750 watts de puissance. C'est fat, 750. Concrètement, c'est colossal. Donc concrètement, on n'est pas sur les mêmes types de produits. Et donc le produit s'est adapté au marché de ce point de vue-là. Mais ce qu'on constate, c'est une grosse accélération d'adoption de vélos électriques aujourd'hui aux États-Unis. On sait qu'une fois qu'une tendance de fond démarre là-bas, ça va très très vite. Donc on veut s'assurer qu'on peut proposer un beau service sur le continent nord-américain. Et les chiffres ? C'est un peu tôt pour parler de chiffres, on a 6 mois d'âge, donc on fait des projections. Nous, notre priorité, c'est de s'assurer qu'on est capable d'absorber d'une part énormément de croissance si les choses sont plus positives qu'on le pensait. On a dépassé les attentes qu'on avait lors du lancement après 6 mois. Mais en revanche, on veut aussi s'assurer qu'on est capable d'assurer en cas de difficulté. Ouais. Donc on le regarde plus comme ça qu'en se donnant un chiffre un peu artificiel à ce stade après seulement 6 mois. Il y avait quoi dans ton business plan ? Moins que l'objectif qu'on s'est donné pour cette année. Merci infiniment, tout ça, c'était cool. C'est une verticale et un sujet qui est passionnant en plus. J'espère que ça vous a plu, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à toi pour ta transparence. Et j'ai oublié de le remercier en intro, mais il n'est jamais trop tard. Merci infiniment à Jean Valfort, qui est le fondateur, le cofondateur de Devor et d'une dizaine de restaurants physiques aussi à Paris. Devor, ce sont des restaurants cloud, des cloud kitchen, qui nous a fait cette intro il y a quelques mois. On a mis du temps à trouver une date. L'intro, c'était le 25 janvier, tu vois. Donc, on a mis 5 mois, mais je pense que le moment est parfait. Vous venez d'annoncer cette levée. On enregistre le 3 juin, le vendredi 3 juin. Lundi, vous avez annoncé cette belle levée. Donc, c'est tout à fait d'actualité. Merci infiniment. Je t'en prie, merci à toi. Vous pouvez retrouver Toussaint Wattine, Wattine, sur LinkedIn évidemment, tout comme son associé Stéphane Ficaja, Ficaja, si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter du panier sur lepanier.io pour les dernières news, actus et conseils de mes invités. Et je vous dis à très bientôt. Salut Toussaint. Merci Laurent, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.